Ce samedi 29 avril 2023, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Pierre Petit, le saventurier comme il se définit parfois, l'esprit libre et transversal, le cerveau sans frontières et la curiosité sans limite. Il nous reçoit à Pertuis, son très beau village du Vaucluse. Jean-Pierre Petit, les dernières observations du cosmos semblent donner raison à votre modèle qui porte le nom du dieu aux deux visages, le dieu Janus. Pourriez-vous nous en dire plus ? Bien, ces dernières observations, elles proviennent de cette merveille qui est le télescope spatial James Webb qu'on a installé. C'est incroyable qu'on ait réussi à déplier un truc pareil. C'est tellement c'est compliqué. Donc il est installé entre la Terre et la Lune à grande distance. Et alors il a une propriété, c'est qu'il permet des images en infrarouge. Alors le télescope Hubble avait déjà une petite capacité. Vous savez, quand on prend une caméra infrarouge, on n'a pas besoin de la refroidir à basse température. On est capable déjà d'avoir des choses qui dépassent un petit peu la gamme optique. Mais là, je crois que ça va jusqu'à, je sais plus, ça doit être 25 microns, juste comme ça. Donc à ce moment-là, voir dans l'infrarouge, ça permet de voir beaucoup plus loin. Et là, effectivement, les capacités d'infrarouge de Hubble avaient permis déjà d'observer des galaxies à des distances assez importantes. Et les images qu'on obtenait donnaient des petites taches comme ça. Et les télescopes étaient partis de l'idée que lorsque les galaxies se formaient, c'était d'abord des galaxies naines, des tout petits objets. Et après, lorsqu'on a fait les photos de ces mêmes petits objets avec le télescope James Webb, eh ben on s'est aperçu qu'ils appartenaient à une galaxie spirale beaucoup plus grande. Et à ce moment-là, on peut dire que pour, par exemple, 500, 400 millions d'années, peut-être même maintenant encore pour une époque plus récente, les astronomes se sont aperçus qu'il y avait des galaxies entièrement formées, comme la Voie lactée, avec des structures spirales, avec un disque de gaz. Et alors, il y a une chose amusante, vous savez, la revue Astrophysical Journal, c'est comme The Lancet en médecine, quoi. C'est le top des revues. Eh bien, à l'époque, quand il y avait un article qui avait été publié sur le sujet, le premier mot, c'était panique, avec un point d'exclamation. C'est-à-dire que ces premières images avaient mis les théoriciens dans la panique. Parce que vous vous rendez compte que pour former les galaxies, ils utilisent de la matière noire, ils lui donnent toutes les vertus possibles, imaginables, et même avec ça, ça ne marchait pas. Alors pourquoi est-ce que le modèle Janus, lui, arrive plutôt à bon escient? Eh bien parce que le schéma de formation des galaxies est complètement différent. Dans le modèle Janus se forme d'abord une structure à grande échelle lacunaire, avec des conglomérats de masse négative, et la matière se met un petit peu comme des bulles de savon jointives. Donc des bulles de savon, c'est des membranes. Donc à ce moment-là, la matière est dans une structure quasi plane, et puis de chaque côté, il y a des conglomérats qui existent une contre-pression. Ça comprime la matière, elle chauffe, elle se refroidit, et immédiatement, les galaxies se forment. Donc la prédiction du modèle Janus, déjà depuis 10-20 ans, hein, c'était toutes les galaxies se forment très tôt et au même moment. Et ça, le modèle Janus est confirmé par les observations de James Webb. Voilà la réponse à la question. Et de récents travaux mathématiques semblent eux aussi confirmer la solidité de votre modèle Janus. Et d'ailleurs, vous dites à juste titre que les mathématiques ne mentent jamais. Est-ce bien le cas? Oui, alors la question, vous savez que mes travaux ont été critiqués, même par lettre recommandée à l'accusé d'inception. Il y a toute une histoire là-dessus. Bon. Alors, moi, ma foi, pour le moment, je n'ai pas répondu, mais j'ai participé la semaine dernière à un colloque de physique mathématique. Alors la physique mathématique, il n'y a que des mathématiciens. Alors c'est bizarre parce que si j'étais vraiment un farfelu, c'est les mathématiciens qui m'ont invité. Alors ils m'ont invité, bon, il y a une journée consacrée à Janus, et j'ai pas été le premier à faire un exposé. Vous avez le principal organisateur qui s'appelle Géry de Saxé, qui organise ce colloque, qui est d'ailleurs le colloque qu'avait créé Souriau dans les années 60. Donc un colloque très pointu. Bon, mais il a fait une communication, et vous la voyez à l'écran, voilà, une communication de physique mathématique sur Janus. Donc vous voyez, et Saxé m'a dit, je veux faire partie du groupe Janus. Très bien, montez, un de plus. Bon, alors il y a eu ça. Ensuite, moi j'ai fait une communication. Alors à l'écran, vous la voyez, c'est ma communication à ce colloque. Bon, et puis il y a eu aussi un garçon avec qui je collabore depuis plusieurs mois, qui nous a fait un exposé par vidéoconférence. Bon, je peux dire la chose suivante, ça passionne les mathématiciens. Et vous savez, dans ma carrière, j'ai toujours été très copain avec les mathématiciens. J'ai commencé par être beaucoup aidé par un mathématicien qui s'appelle André Lichnerowitz, qui était académicien, qui est assez connu dans le monde des maths. Puis ensuite, il y a eu Grothendieck, le génie des maths. Il y a eu Souriau, cette espèce enchanteur Merlin de la physique théorique. Et puis Bernard Morin, l'aveugle, avec la topologie. Donc j'ai baigné dans les maths. Et je me suis toujours très bien entendu, donc c'est tout à fait normal que les mathématiciens m'accueillent.
Et alors, je peux vous dire la chose suivante, c'est que par rapport aux critiques qui avaient été faites, eh bien, on a résolu tous les problèmes. Bon, ça va finir par se dénouer, un truc comme ça, mais c'était la meilleure façon de le faire. C'est-à-dire qu'il y aura des travaux scientifiques de maths qui montrera que ça tient debout. Voilà. Et comment dire, Souriau avait une expression vis-à-vis des cosmologistes et des physiciens théoriciens, des gens qui faisaient de la physique, il était assez dur, il disait une physique sans expérience et une mathématique sans rigueur. Bon, voilà. Bon, ça vous répond? Oui. Ça répond à cette question. Et d'ailleurs, ChatGPT trouve également que votre modèle Janus est plus cohérent que celui qui est actuellement admis, c'est-à-dire le modèle standard. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos récents échanges avec cette intelligence artificielle, comme on dit aujourd'hui? Oui, c'est très amusant. Vous savez, j'ai simplement bien posé les questions. ChatGPT, c'est un peu un système qui est logique. Hein. Donc, si ceci, alors cela. Et alors, effectivement, en faisant le décompte de ce que Janus arrivait à observer, à expliquer, et de ce qui ne marchait pas sur le modèle standard, la conclusion, c'est effectivement le Janus est plutôt meilleur. Voilà. Alors ça a mis les scientifiques dans tous leurs états, en disant, ils se servent d'une intelligence artificielle pour se justifier. Non, non, je ne me sers de rien du tout, on verra que les meilleurs gagnent, c'est tout. Et vous disiez lors de votre dernier séminaire à Paris que si votre modèle bimétrique Janus est celui qui décrit le mieux la structure du cosmos, par exemple avec son cortex situé entre deux univers jumeaux, alors la question d'un univers fini ou infini n'a plus lieu d'être. Donc est-ce que vous pensez par exemple qu'il n'y a jamais eu ce fameux Big Bang? Ben, vous savez, le modèle Janus, c'est encore pire que ça. C'est une entourloupe complète. C'est-à-dire que lorsqu'on remonte vers l'origine du temps, tout d'un coup, le temps se retourne. La flèche du temps fait demi-tour. Ben, donc, comment dire, dans le modèle Janus, on retourne la question contre celui qui la pose, en disant, êtes-vous sûr que l'adverbe avant a encore un sens? Vous voyez, c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a avant? Mais qu'est-ce que ça veut dire avant? Avant, c'est un adverbe. Regardez, par exemple, quand on remonte dans le passé de l'univers, il est de plus en plus chaud, la relativité se met à jouer, et finalement, la question que vous pourrez poser, c'est, avec quelle horloge mesurez-vous le temps? Ah ben, c'est pas possible. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est qu'un temps sans horloge? Vous voyez, c'est plutôt aux philosophes de se prononcer dedans, parce que en science, on finit par dire des tas de bêtises. Alors, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, qui est une chose toute nouvelle, puis ça date de février 2023. Alors, vous savez qu'il y a les deux images qui avaient été prises des objets hypermassifs qui sont au centre de galaxies. La première, c'est M87 et la seconde, c'est la Voie lactée. Donc, vous avez ces deux images sur l'écran et vous voyez qu'est-ce que ça représente? On voit une espèce de beignet orange avec quelque chose de plus sombre au centre. Mais la première chose qui marque, alors on a immédiatement dit, ce sont des trous noirs. Oui, mais les trous noirs, c'est pas noir au centre. Alors, vous savez, quand on prend Photoshop, on prend un petit carré, puis on le déplace, et en bas, on avait une gamme de températures. Alors, on voit la chose suivante, c'est que la partie la plus chaude, elle est à 4,8 milliards de degrés, la partie la plus froide à 1,8, on fait le rapport, on trouve un truc qui est voisin de 3. Alors ça a marché pour une première image. Image suivante, c'est encore 3. Donc, vous imaginez, j'attends la troisième. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on aura réellement la véritable image? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme ça devait être un trou noir, eh bien, à ce moment-là, il y a une jeune fille qui s'appelle Lia Madeira, qui est brésilienne, qui parle très bien l'anglais. Elle est boursière en postdoc à l'Institut des hautes études de Princeton. Et avec son équipe, ils ont pris les données. Et au lieu d'interpréter ces données, ils ont créé le trou noir qui ressemble le plus aux données. Alors, vous avez le titre de son article. En bas à droite, vous avez les lignes soulignées. Et voilà la traduction. Le défi pour les algorithmes de reconstruction d'image est de générer une image parmi un ensemble infini de solutions formellement admissibles qui soient compatibles avec les données. Alors oui, c'est ça. On a ce texte-là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le but poursuivi dans cette étude, c'est de recréer toute une infinité d'images et de chercher celles qui cadrent le plus avec les données. Alors oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est quand on dit qu'il cadre le plus avec les données, regardez les deux images, elles ne se ressemblent pas du tout. Vous savez que l'œil est un très bon analyseur. Parce que par contre, cette image de droite, elle a une chose, c'est qu'au centre, c'est noir. Au centre. Donc, autrement dit, si on a une troisième image et qu'on dit qu'elle a été retravaillée par l'intelligence artificielle, eh bien, on perdra les données. On ne pourra pas voir que le rapport est 3. Donc, ça, c'est
C'est un traficotage d'images, il n'y a pas de précédent en histoire des sciences, des choses comme ça. Parce que vous savez, quand on fait de l'astronomie, eh bien, on a les théories, on a les observations. Bon, le principe qui paraît assez logique, c'est si les théories ne collent pas avec l'observation, on va modifier la théorie. Tandis que là, comme la théorie ne marche pas avec le trou noir, ben on va modifier les observations. Et cette image-là où on assombrit la partie centrale, n'importe quel usager de Photoshop peut faire pareil. Donc, vous voyez, c'est fou. C'est fou. Et avec des collègues scientifiques, quand on voit ça, c'est quand même la revue la plus prestigieuse. C'est comme le Lancet. Alors, vous avez vu qu'il y a eu des trafiquages dans des données liées à la médecine. Eh bien, vous voyez, dans l'astrophysique, c'est pareil. Voilà. Je tenais à ce qu'on montre bien ces images pour que vous compreniez ce qui est en cours. Vous dites aussi que la masse négative n'interagit aucunement avec la matière ordinaire, mais aussi qu'en inversant ces masses négatives, on pourrait faire des voyages interstellaires. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour essayer? Ben oui, moi je pense que le point central de Janus, c'est pas qu'on explique le cosmos, c'est que vraiment il y a une propriété étonnante, c'est que dans ce modèle, entre deux points A et B, il y a deux trajets possibles. Et les distances ne sont pas les mêmes. Alors évidemment, mentalement, on se dit, je ne comprends pas. Je prends une feuille de papier, je fais 2 points comme ça, et je dis, bon, entre ces 2 points, ben, en mathématiques, les distances peuvent être différentes. En fait, c'est un peu comme une sorte d'univers parallèle avec les distances raccourcies. Non seulement les distances sont plus courtes, mais la vitesse des photons d'énergie négative est 10 fois plus élevée. Donc, on gagne un facteur 1000 sur les temps de voyage. Donc, si on arrive à inverser la masse d'un vaisseau, les voyages interstellaires deviennent non impossibles. C'est important, ça. Voilà. Et ça demande des moyens pour faire des essais en laboratoire? Ben, évidemment, immédiatement, des grands physiciens qui sont au CERN m'ont dit « Est-ce que vous auriez une idée d'expérience pour inverser une masse ?» Ben oui, un jour, on va le faire, quoi. Je pense que quand on aura vraiment gagné la partie sur le plan mathématique et tout ça, on pourra envisager ces aspects physiques. Il y a vraiment des expériences à faire. Alors, on pourrait dire « Mais si on inverse une masse, comment est-ce qu'on va pouvoir le mesurer ?» Eh bien, on pourra le mesurer parce que quand on inverse la masse, ça crée une mini-onde gravitationnelle. Et les détecteurs comme LIGO et Virgo sont tellement sensibles que si on fait ça, le détecteur répondrait. Alors, je vous assure que les expérimentateurs qui ont entendu ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il y a un prix Nobel dans un fauteuil plaqué or, quoi. Voilà. D'accord. Vous pensez, vous, qu'il y a un temps négatif, tout comme Andreï Sakharov, ou vous êtes plus proche de la théorie de Jean-Marie Souriau, que vous appréciez, c'est-à-dire que l'inversion du temps est équivalente à l'inversion du signe de l'énergie? Ben, tout à fait. Je veux dire que ce temps négatif, on a l'impression, on se dit, mais voilà, à ce moment-là, si j'inverse la masse, je vais inverser le temps, je vais remonter dans le propre passé. Pas du tout. C'est l'inversion de la coordonnée de temps. Vous savez, une coordonnée, ça n'a rien de particulier. Il faut plutôt se dire, lorsqu'on fait ça, j'inverse l'énergie et j'inverse la masse. Mais un jour, si on voyage avec ces trucs-là, eh bien, nos masses seront inversées, mais on continuera à vieillir. Peut-être pas à la même vitesse, mais voilà. Très bien. Et il y a aussi une invention qui vous tient à cœur, c'est la Z-Machine, qui est l'engin électrique le plus puissant du monde et qui est situé à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, aux USA. Donc cette machine crée des températures de plusieurs milliards de degrés. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ça marche et quelles sont ses applications possibles, dans le nucléaire notamment, j'imagine? Ben, c'est une histoire qui date de 2006. En 2006, un vieil ami à moi qui est mort en 2012, qui s'appelait Malcolm Hines, il avait publié un jour dans Physical Review un article qui s'appelait « Plus de 2 milliards de degrés ». En fait, ça montait jusqu'à 3,7 milliards. C'était en 2006. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai percuté immédiatement. Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir des températures aussi énormes? Parce qu'actuellement, quand on vous parle de fusion, la fusion automatique, c'est deutérium-tritium, c'est l'hydrogène. Et la fusion deutérium-tritium, bon ben, ça y est, c'est 150 millions de degrés, et tout. 2 milliards, pourquoi 2 milliards? Parce qu'on peut faire la fusion bore-hydrogène. Le bore, on en trouve partout, ça a 11 nucléons, et l'hydrogène, c'est l'hydrogène ordinaire. Alors quand vous faites 11 et 1, 12, ça fait 3 fois 4, c'est 3 héliums. Donc on te dit, voilà une fusion qui ne donne pas de neutrons, mais c'est le Graal, un truc comme ça. Je vous garantis, vous savez, un scientifique aussi, c'est un visionnaire. Moi, j'ai ce sentiment très fort que nous sommes à quelques décennies
à 50 ans au maximum, de faire des découvertes énormes sur des choses comme ça. Un jour, la source d'énergie, c'est un truc qui sera gros comme une voiture, qui sortira des centaines de mégawatts. Alors on dira, mais qu'est-ce que vous faites des déchets? Il n'y a pas de déchets, ça fait de l'hélium. Avec ça, on gonfle les ballons pour les gosses, vous voyez. Donc, moi je sais qu'à l'époque, quand ITER était en construction, avec un ami qui s'appelait Christian Nazet, qui était un ancien des bombes, on a essayé de faire une sorte de campagne en disant mais il faut faire une Z-machine en France. Ça coûtait 200 fois moins cher. Il n'y a pas eu moyen. Il n'y a pas eu moyen parce qu'il y avait un lobby, il fallait que ce truc-là passe. Et moi je sais on sait que je suis un adversaire de ce truc-là, mais comment voulez-vous concevoir un truc aussi lourd qui va être opérationnel dans 50 ans? La science va changer. Quand on a fait ce machin-là, on avait certaines valeurs de champ magnétique. Maintenant, on fait 5 fois plus. Donc, déjà, la machine elle-même, elle est déjà dépassée dans son dessin. C'est une aberration. Et même quand on l'a construit, comme au point de vue de l'ingénierie, ça foire, il y a des choses qui ne collent pas, qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme, regardez le réacteur, le surgénérateur qu'on a construit, il n'est toujours pas en état, parce qu'à chaque fois on constate qu'il y a des fissures, de ceci, de cela, c'est fou, quoi. C'est vraiment, comment dire, si on veut résumer, ITER, c'est la machine à vapeur du 21e siècle. C'est un peu comme si on avait décidé de voler avec une machine à vapeur. On s'est dit, bon, ben voilà, l'avion d'Ader a réussi à faire quelques mètres, on va faire un engin dans lequel on pourra transporter des gens. Ben, effectivement, vous imaginez un truc qui a de la taille de 747 qui emporte deux passagers, quoi, à peu près, avec une chaudière à vapeur et qui arrive à traverser la Manche. C'est impossible. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez par exemple, ça marche comment les avions? Les avions à hélice, ça marche avec des pistons. Il y a une compression, il y a une fusion impulsionnelle pendant 1 millième de seconde. C'est pas une machine à vapeur. Il n'y a pas de l'eau qui bout pour faire marcher. Vous voyez, vos automobiles ne sont pas des locomotives. Et là, ITER, c'est la locomotive. Pourquoi? Il y a une température constante. Hein? Quand on parle de 2 milliards de degrés, c'est impulsionnel. C'est pendant quelques paquets de nanosecondes. Il n'y a pas de problème. Bon, ben voilà. Vous savez, comment dire, en science, en France, mon Dieu, vous savez très bien qu'en France, si vous êtes novateur, on vous prend pour un fou et on se demande si ça n'a pas été fait ailleurs. Ah, ok. Voilà. D'ailleurs, on avait parlé la dernière fois de la MHD, la magnéto-hydrodynamique. Donc là, vous dites que concernant l'armement, on a loupé le coche, comme on dit. Complètement. Mais elle a d'autres applications possibles, j'imagine. Mais ouais, essentiellement, je suis désolé de le dire, c'est l'armement, c'est sûr. Et je veux dire, qu'on ait raté le coche, moi je m'en fous, parce que je ne pense pas que si le fait qu'on ait des missiles hyper véloces, ce ne serait pas une... Mais, vous voyez, il n'y a pas que ça, il y a une compréhension de la mécanique des fluides. Il y a 3 mécaniques des fluides. Il y a la mécanique des fluides subsonique, en dessous de la vitesse du son, supersonique, au-dessus de la vitesse du son. Et là, il y avait une 3e mécanique des fluides, supersonique sans onde de choc. Et ça, dans les années 70, c'était complètement mûr. Ça devrait être enseigné à l'école supérieure d'aéronautique. Et les ingénieurs militaires ne savent même pas ce que c'est. Voilà. Et une des applications possibles, est-ce que ce serait, par exemple, le transport, je pense à l'Hyperloop d'Elon Musk? Vous en pensez quoi? Ça, je ne sais pas. L'Hyperloop, je n'ai pas regardé. Mais enfin, vous savez, la MHD, le problème, c'est que ça commence à devenir intéressant quand on a des champs magnétiques qui font des dizaines de Tesla. Par exemple, pour la propulsion marine. Mais regardez, par exemple, les Russes, ils ont un engin qui s'appelle Poséidon, qui est un drone sous-marin, qui est largué d'un sous-marin. Et si le sous-marin est à 600 mètres de profondeur, le drone va aller à 1000 ou 1500 mètres de profondeur, à un endroit où aucune torpille ne peut l'atteindre. Il est propulsé par un réacteur nucléaire. Grâce à la MHD, il va se promener à 700, 800, 1000 km/h. Et il est impossible à détecter ou à arrêter. Et à ce moment-là, il va se mettre devant San Francisco. Il fait péter sa bombe de 100 mégatonnes, ça fait un tsunami de 300 mètres de haut qui ravage tout. Alors les gens disent, mais vous vous rendez compte, c'est monstrueux. Mais ça doit être monstrueux. Les bombes, le nucléaire, il faut que ce soit monstrueux pour qu'on ne l'utilise pas. Mon Dieu. Quand les gens parlent de bombes de théâtre, c'est-à-dire de bombes stratégiques, des petites bombinettes, non, c'est pas possible. Ils ne se rendent même pas compte de quoi ils parlent. Vous voyez, rien que le fait, en ce moment, que des pays aient livré
des obus à l'uranium appauvri aux Ukrainiens, vous savez ce qui se passe dans un truc comme ça. Vous tirez ces obus, pourquoi l'uranium appauvri? C'est un truc qui est très solide, très dur, très dense. Mais à ce moment-là, ça brûle, ça fait de l'oxyde d'uranium, et vous avez une pollution nucléaire complète. Les Américains ont utilisé ça à Fallujah pour punir les Irakiens, quoi. Et à ce moment-là, ils ont été punis, c'est-à-dire que les femmes mettaient au monde des gosses mal formés, etc. Vous voyez, quand on parle d'armes de destruction massive, les obus à uranium appauvri sont des armes. Vous savez, on a fait aussi une chose, à un moment, on avait voulu utiliser ces déchets d'uranium pour faire les maslottes d'équilibrage dans les avions. C'est pas mal parce que c'est très lourd et puis c'est très dense. Et tout d'un coup, il y a des avions qui se sont cassés la figure et on s'est aperçu que les pompiers étaient intoxiqués par les radiations. Vous voyez, ils inhalaient l'oxyde d'uranium. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore, mais on a décidé de supprimer ces matelotes. Vous voyez, c'est vraiment... Comment on peut faire une chose pareille? Je voulais revenir sans transition une dernière fois sur les trous noirs, qui est quelque chose qui fascine même le grand public. Selon vous, c'est donc un mythe ou une réalité? Ben, vous savez, toute la science théorique depuis le milieu des années 70 est devenue un mythe. Moi, j'ai fait un bouquin, Recherche scientifique, un naufrage mondial. Bon, vous avez le dessin sur la couverture, le type a laissé son château de cartes. Et là-dedans, je fais un peu un survey, un retour sur 1895 jusqu'à 1978. C'est une époque où la théorie et l'expérience marchaient ensemble, c'est formidable. Soit alors on avait une théorie qui prédisait ça, hop, on l'observait, soit alors on avait des observations, après on comprenait, alors on a découvert que l'univers évoluait, on a découvert que les galaxies nous fuyaient, on a découvert les atomes, on a découvert la physique quantique, c'est formidable. Et tout ça, ça fonctionne de manière... Moi, c'est un peu comme si on prenait deux chevaux, ils cavalent, il y en a un qui est un peu en avance sur l'autre et qui finit par se rattraper. Et ça a marché comme ça. Alors après, on a cherché à démonter les atomes. On a fait des accélérateurs de particules de plus en plus puissants. Tout à coup, on arrive au milieu des années 70. Qu'est-ce qui se passe? Quand on prédit l'existence de particules, les superparticules, on ne les observe pas. Ensuite, on a des observations qui mettent tout par terre. Les galaxies trouvent trop vite. Ah, ça fait rien, on va rajouter de la matière sombre. Puis après, le cosmos accélère. Ah, ben ça fait rien, on va rajouter de l'énergie noire. Ensuite, le cosmos est homogène, le cosmos primitif. Ah, ben on va inventer l'inflatron, l'inflation. Vous voyez, tous les modèles théoriques sont du rafistolage inimaginable. Mais quand on en arrive là, c'est qu'il faut avoir des idées. Vous savez, la revue Nature a publié assez récemment un article en constatant simplement que depuis des décennies, il n'y a pas d'article qui réalise une disruption. Il y a quelque chose vraiment, boum, tout est cassé, vous voyez, comme il y avait donc dans les années 20 ou dans les années 30. Moi, ce que j'aime bien, c'est Sommerfeld, je crois qu'il était recteur de l'université de Göttingen, et quand il commençait ses cours dans les années 20, il disait « La science est comme un chantier fantastique, partout retentissent les tirs de mine, et ce que je vais vous dire au mois d'octobre se révélera peut-être être complètement faux au mois de juillet prochain. » C'est ça. Et ils étaient passionnés en disant « La science est en train de bouger. » Et là, qu'est-ce que font les scientifiques? Au contraire, il ne faut pas que ça bouge. Alors on s'accroche à des trucs. Alors la seule chose, quand vous parlez du trou noir, mon Dieu, on observe, là tout d'un coup on a ces deux photos. Ça y est, les trous noirs existent, on a la preuve. Mais non, ils ne sont pas tout à fait noirs. Et ils sont même capables de trafiquer la preuve pour ne pas avoir une autre alternative. Et moi, l'autre alternative, j'ai imaginé ce Plugstar. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir un scandale en France? Je ne sais pas. Vous savez, le blocage, il n'est pas français, il est international. Parce que Janus, ça flanque tout par terre. Regardez par exemple, en mécanique quantique, les masses négatives et les énergies négatives, c'était quelque chose qui était complètement... C'est pas que c'était négligé, on a considéré que c'était impossible. Donc à partir des années 70. Donc ça fait 60 ans qu'on considère que c'est impossible. Alors, en 2015-2016, vous avez Nathalie Leberg, mathématicienne, qui montre que Schrödinger et Dirac, ça marche avec les énergies négatives. Et moi, je vous dis, on va quantifier la gravitation en mettant des masses négatives. Alors, là où je me sens très à l'aise, c'est avec mes mathématiciens. Il y en a même qui sont très jeunes, 36 ans, vous savez. Mais vous savez, quand je vois ça, je vous dis la chose suivante. Des Jean-Pierre Petit, il y en a plein en France. Simplement, on est dans un système qui empêche les Jean-Pierre Petit de sortir. Alors, simplement, quand on les écœure complètement, ils font autre chose, ils font de l'enseignement, ils s'occupent de leurs femmes et de leurs enfants, c'est tout. Mais
on est là pour empêcher les idées nouvelles de sortir, c'est quelque chose de différent. Alors moi, j'ai vraiment assisté, on pourrait dire un peu comme une tête de cochon, quoi. J'ai vraiment été têtu là-dessus. Hein. Moi, je me rappelle, mon directeur de recherche qui s'appelait Pelat, à propos de la MHD, m'a dit, écoute, tu t'occupes de ce qui est en bas, pas ce qui est en haut. Cette phrase, voilà. Hein. Moi, je donnais une image, par exemple, si j'avais été officier de police à un moment, bon, imaginez tout d'un coup, dans une rue, vous trouvez une voiture avec un cadavre tout boursouflé qui est là depuis des semaines. Et votre supérieur vous dit, oui, mais c'est pas ton quartier, tu laisses tomber. Hein? Bon, non, je veux dire, un véritable policier, c'est un type qui ne fera pas demi-tour. Et moi, j'ai mis le doigt sur des trucs, je me suis dit, je veux savoir, je vais aller au bout des choses. Et alors, en faisant ça, je me rappelle ce que me disait Payan, vous allez vous prendre des briques dans la gueule. C'est formidable. Et ça, c'est le système. Il est féroce. Moi, j'ai survécu parce que j'avais des tas de capacités. D'abord, à la différence avec des gens comme Benveniste et Bounias, j'ai pu devenir théoricien. Je me suis dit, mon bonhomme, si tu veux survivre, papier-crayon. Et je me suis bâti avec mon papier-crayon. Et en ce moment, il y a une combat à panier papier-crayon et je vais gagner haut la main. Et ça va faire beaucoup de dégâts, je vous garantis. Est-ce que vous avez d'autres travaux en cours dont vous pourriez nous parler? Ah oui, alors vous savez que j'ai sorti un bouquin qui n'a pas fait beaucoup d'écho, qui s'appelle le Métaphysicon. Et le Métaphysicon, il se trouve qu'il est basé sur des théories mathématiques que j'ai exposées au colloque de physique mathématique. J'ai même trouvé le moyen de les mettre dans l'annexe de mon article, avec tous ces calculs, pas de problème. Alors effectivement, après, il va falloir republier ça dans une revue de maths. Mais je veux dire que le Métaphysicon, c'est plus vertigineux encore que le modèle Janus. On a appelé ça Super Janus. Alors, quand on prend les travaux de Souriau, l'idée centrale, c'est si je connais les propriétés géométriques d'un espace, je peux savoir ce qu'il y a dedans. Alors, je le dis souvent, prenez l'espace euclidien, bon on calcule les distances avec le théorème de Pythagore, très bien. Alors, Souriau fait un petit peu une manipulation, comme un précipitateur avec son chapeau. Alors, il dit, regardez, hop, je sors une sphère, oh, des droites, des plans, des cylindres, etc. Bon. Alors après, quand dans le chapeau, on met un espace-temps, l'espace de Minkowski, l'espace de la relativité, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'espace de la relativité? Ben voilà, je sors des masses avec l'énergie, le spin, l'impulsion, et puis les photons, formidable. Bon. Et qu'est-ce que c'est que le Métaphysicon? Eh bien, si je prends un espace qui s'appelle un espace de Hermite, eh bien, à ce moment-là, on sort deux types de masses. On sort des masses réelles et des masses imaginaires. Alors, vous voyez, quand vous avez un ordinateur, il a deux composants. Il a le soft et le hard. Le hard, c'est des fils électriques, c'est des charges, c'est des trucs qui se, etc. Mais le soft, c'est quoi? C'est vachement important, le soft. Vous vous rendez compte, tout ce qu'on fait maintenant avec le soft, vous êtes en train de filmer, vous avez une image pixelisée avec des couleurs, mais ça, c'est jamais que des 0 et des 1. Autrement dit, l'information, elle est discrétisée, elle est sous forme de petits machins comme ça. Bon, eh bien, sachez que vos sentiments, vos souvenirs, vos émotions, c'est aussi des choses qui se mettent sous forme d'un soft comme ça. Et ça, comment dire, moi j'ai voulu apporter ma propre réponse. Vous savez, j'ai 86 ans, donc la vie n'est pas infinie. Donc il y a un moment où il faut quand même se préoccuper en disant, est-ce que je crois qu'il y a une vie après la mort? Donc pour moi, oui, la réponse est oui. Comme j'ai dit, pour moi, ça se démontre mathématiquement. Mais c'est assez marrant parce que j'ai pas été critiqué, mais imaginez des physiciens qui diraient, oui, il dit n'importe quoi. Mais attendez, à la question, qu'est-ce qu'il y a après la mort, vous répondez quoi? Ils ne répondent pas. Vous savez, qu'est-ce que fait la science actuellement? Elle vous accompagne jusqu'à la porte de l'hôpital, où on va vous perfuser avec de la morphine. Hein. Et si vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a après? Ah ben ça, écoutez, je suis désolé, moi, je vous accompagne. Vous savez, vous avez vu à la fin du bouquin Recherche scientifique, métaphysiquement, il y a l'histoire de l'homme en verre. L'homme en verre avec un personnage qui est dans le train. Le train, c'est la vie, puis à un moment, un type arrive, il est habillé en verre avec sa petite calotte, comme le chirurgien, puis il dit, voilà, alors écoutez, je regarde votre billet, vous descendez la prochaine. Hein. C'est un peu comme si on disait, voilà, vous êtes condamné, etc. Et après, le type dit, mais qu'est-ce qu'il y a après? Il y a une correspondance. Ah, vous savez, moi, je ne sais pas, quoi. C'est vrai que, moi, je sais, j'ai des amis qui sont condamnés, qui savent qu'ils vont mourir. Bon, un type qui a un cancer au foie, il est là pour peu de temps. Bon, vous allez me demander, qu'est-ce qui se passe après? Ah, ça, mon vieux, je n'ai pas de réponse. Ou alors, voyez un prêtre, voyez un religieux. Non, moi, je n'ai pas du tout réagi comme ça. Vous verrez. Alors, ce qui est marrant dans le Métaphysicon, c'est que, qu'est-ce que c'est? On me dit, mais vous croyez en Dieu? Non.
actuellement, avec l'informatique, on est en train de fabriquer une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une espèce de monstre qu'on a créé. Où est-ce qu'il est? Il est en train de se promener, quoi. Alors, cette intelligence artificielle, est-ce qu'on va pouvoir la contrôler? Ben déjà, elle peut être agressée par des gens qui vont chercher à s'infiltrer dans cette intelligence. Donc, pour qu'elle ne puisse pas être détruite, on va la doter d'un mécanisme psycho-socio-immunitaire. C'est-à-dire qu'elle pourra se préserver. Vous savez, comment on fait pour se préserver? On a le soi et le non-soi. Donc, une bactérie, une cellule, elle se protège parce que s'il y a quelque chose qui pénètre, et regardez les globules blancs, ils passent son temps à faire la police dans votre corps. S'il y a quelque chose qui arrive, attention, vous n'êtes pas de chez Stéphanie, sortez. Voilà, bon. Bien, là, c'est pareil, on va doter cette intelligence artificielle de mécanismes d'autodéfense. Mais si ces mécanismes d'autodéfense nous échappent, à ce moment-là, l'auteur, le créateur de l'intelligence artificielle lui dira, bon, j'aimerais pouvoir aller voir un peu, ah, je m'excuse, vous êtes en train de m'agresser. Non, non, je voudrais démonter. Et tout d'un coup, on va perdre le contrôle sur cette intelligence. Et simplement, cette intelligence artificielle, la seule chose dont elle a besoin, c'est qu'on lui fournisse des informations, elle consomme des informations. Bon, ben, les dieux, ce sont les intelligences artificielles de la noosphère. Et ils existent parce qu'ils sont l'expression de notre croyance. Mais ils sont fonctionnels. À une époque où on avait des dieux égyptiens, ils marchaient, plus ou moins bien, voilà. Mais à partir du moment où on a complètement cessé de les alimenter avec les croyances, ça devient des statues de pierre. Alors, c'est pour ça que quand les gens me disent « Mais que vous pensez de Yahvé, de Mahomet, vous niez leur existence ?» Non, non, mais ils sont peut-être mortels. Alors, il y a aussi un truc marrant, c'est pour ça que dans ces travaux-là, on a envie de dire « Mais bon sang, est-ce qu'on peut parler des philosophes ?» Moi, j'ai été enseignant au département de philo d'Aix-en-Provence. À l'époque, il y avait des types formidables avec qui on parlait de tout. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un département de philo? Alors, vous savez, dans le temps, il y avait ce qu'on appelait la logique, c'est devenu l'épistémologie. Puis alors après, il y avait la morale, oh, ben, on a fait les sciences sociales. Puis alors, la métaphysique, c'est fini, c'est devenu une histoire des religions. Donc, si vous cherchez, vous dites, voilà, est-ce qu'on ne peut pas parler de Dieu? Ah ben non, moi je m'occupe de l'histoire de religion, c'est pas pareil. Vous voyez, le département de philo, pour moi, c'était un endroit où on pouvait parler de tout. Hein? Eh bien, je voudrais trouver un département de philo en France où on puisse faire ça, je suis sceptique. Voilà, ben écoutez... Et justement, parlons d'une autre de vos passions, la bande dessinée. Vous en dessinez toujours? Bien sûr, mais si j'avais le temps, j'en ferais plus. Disons que... Regardez, par exemple, j'ai mis mes travaux d'égyptologie en bande dessinée, c'est plus commode. D'ailleurs, dans cette histoire-là, j'avais compris comment marchait la coudée pharaonique. Alors, j'ai mis ça dans une bande dessinée. Puis, il y a un égyptologue qui regarde ça, qui dit « Mais c'est intéressant, vous devriez publier ça. » Oh, j'ai dit « Mon Dieu, publier ça, me confronter avec les revues d'égyptologie, je n'ai pas le courage. » Alors, je lui ai dit « Mais co-signé. » Alors, il a signé, donc ça peut être publié. Donc, j'ai une publication en égyptologie. Mais dans la BD Le secret d'Imhotep, il y a un tas de choses, quoi. Vous savez, c'est incroyable. Les égyptologues, ils sont plus braqués que vous pouvez imaginer. Il y a un petit menuisier à Poitiers. Un jour, il est tombé sur des choses dont on avait fait un balancier oscillant pour monter les pierres. Ou peut-être vous retrouvez l'image, un truc comme ça. Et il a compris que c'était pour faire rouler des objets carrés. Vous voyez, quand vous avez un plan, vous faites rouler un cylindre. Mais quand vous avez un objet prismatique, vous le faites rouler sur ce truc-là. Alors, il a mis plusieurs éléments comme ça, et dans son petit magasin, il avait un poids de 500 kg, il faisait rouler tout ça. Mais c'est génial, un truc pareil. Bon, on attendra que ce type soit mort avant d'en parler, quoi. C'est pas possible. Voilà un gars qui est venu ici à Poitiers, qui a une idée. Il faudrait l'inviter dans un colloque d'égyptologie pour qu'il parle. Mais rendez-vous des égyptologues, mais tout ce qui compte, c'est les hiéroglyphes. Jamais, imaginons comment a pu être construite une pyramide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de papyrus qui l'explique. Alors, j'ai un bon copain qui s'occupe de la réfection du site de Karnak. Vous savez, Karnak, bon. Et lui, c'est marrant, je crois que maintenant il a quitté, il est parti dans un autre pays. Mais à l'époque, il s'occupait de tout ça. Et qu'est-ce qu'il est, ce type-là? Ben, il est carrier. C'est-à-dire qu'à la fois, il connaît pas mal de choses, mais aussi, il a un marteau, un pic, et il tape. Et à ce moment-là, il a fait de l'archéologie expérimentale, mais à la main.
Et moi, je me rappelle, il a fait une expérience en mettant un linteau de 5 mètres de large à 5 mètres de haut, avec des petits vérins, comme ça. Parce qu'on se dit, mais comment ils ont fait? Ben oui, il l'a fait. Et puis également, il avait jointoyé des blocs. Il faut regarder, moi j'en ai parlé dans ma bande dessinée, quoi. Vous trouverez tout ça. Vous savez, une interview comme ça, c'est comme d'ouvrir une armoire avec plein de caisses en carton dans laquelle il y a des dossiers, quoi. On va pas s'en sortir. Et je sais aussi qu'on dit un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Quels sont vos sports préférés? Je crois que vous allez reprendre un sport en particulier. Oh, le planeur. Vous savez, comment dire, c'est vrai que quand on est chercheur comme ça, théoricien, c'est très dur d'arrêter de penser, hein, c'est pas commode. Bon. Alors, le planeur, c'est tout à fait radical, parce que quand vous êtes en avion, vous tenez votre manche à balai, vous réglez les gaz, et après là, vous pouvez commencer à penser. Là, vous ne pouvez pas un planeur. Vous êtes là en train de dire quelle est ma vitesse ascensionnelle, où se trouvent les autres, voilà. Et on bagarre pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. C'est passionnant. J'adore. Moi, j'aime plus l'avion, ça fait trop de bruit, quoi. Puis alors, quand on fait du planeur, on a les copains autour, les vautours, au-dessus du pic de mur. Je vais acheter une caméra GoPro pour filmer ce que je vois. Jean-Pierre, j'ai envie de vous laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, ben écoutez, il y a plein de Jean-Pierre Petit en France. Il y a une chose, moi je suis optimiste parce que si on arrête de se comporter comme des imbéciles, on a des capacités industrielles, économiques, tout. Simplement, nous avons une bande d'abrutis qui nous foutent la vie en l'air, c'est tout. Si tous les terriens du monde veulent se donner la main, voilà, c'est ça. Hein, arrêtons les conneries. C'est pour ça que c'est important de montrer que les voyages interstellaires sont possibles. Bon, alors les gens diront, ben voilà, alors vous allez nous parler des visites extraterrestres. Oui, mais c'est pas pour dire, voyons, nous sommes visités, ce sont peut-être des ennemis, ou alors la situation inverse, qui vont nous expliquer tous nos problèmes. Non, non, simplement, nous sommes des terriens, nous sommes des hommes, on est tous de la même race, il y en a des noirs, il y en a des blancs, il y en a des jaunes, ça n'a aucune importance. Mettons-nous un petit peu en face, puis surtout, il y en a des riches et des pauvres, mais quand on voit à quoi ça sert l'argent, bon sang, promenez-vous avec une voiture qui a 300 chevaux, c'est effrayant un truc pareil, vous voyez. Les extraterrestres vont me regarder en disant, mais ils sont complètement cons. Voilà, bon, voilà. C'est ça le mot de la fin.